Chers participants, bonsoir à vous tous et bienvenue au deuxième cours de la formation d'aujourd'hui sur le nom « Les raisons de neurones pour l'intelligence artificielle ». Dans ce cours, vous apprendrez la régression logistique, la descente de gradient et enfin la vectorisation. Tout cela avec Dr. Quds Hassine, superviseur de l'université Mid-Ocean. Accordons maintenant la parole à Dr. Quds. Dr. Quds, la parole est à vous. Vous pouvez commencer votre formation. Voilà, merci beaucoup Malek pour cette introduction. Bonjour à vous tous. C'est notre deuxième séance pour le cours réseau de neurones. Alors, je veux rappeler un peu ce qu'on a vu l'autre fois. On a dit, dans une intelligence artificielle, on cherche une fonction f qui est associée à chaque donnée une sortie. Donc là, on cherche à prédire, étant donné une donnée, à prédire le résultat. Donc, on cherche une fonction f qui est associée à chaque x un y. Bien sûr, le x ici, puisqu'on travaille avec un système, avec un ordinateur, donc un système numérique, les x doivent être des valeurs numériques, soit un seul réel, soit un vecteur de réel, soit tout un tableau de réel. Alors, je rappelle, on a commencé le problème de classification binaire. Donc, je rappelle qu'est-ce que le problème de classification binaire. Dans ce problème, on se donne des données, bien sûr, une entrée input. Par exemple, ici, des images. On peut faire entrer des images à notre système, à notre réseau de neurones. Et notre but est de savoir est-ce que cette image est l'image d'un chat ou non. Donc, c'est une classification. Dire est-ce que cette image, on peut la mettre dans les classes des images des chats ou bien non. Donc, juste la sortie, elle va être un chat ou non, puisqu'on a dit les sorties doivent être numériques. Donc, on va dire la sortie va être 1 ou bien 0. Donc, c'est le problème de classification linéaire. On donne des données et on se demande est-ce que ça vaut 1 ou bien 0. Bien sûr, le 1 ici, dans notre problème, représente par exemple l'image d'un chat. 0, c'est-à-dire que ce n'est pas un chat. Et donc, toujours, je rappelle que on a dit les entrées doivent être des valeurs numériques. Donc, une image ici, est-ce que ce sont des valeurs numériques? Oui, puisque s'il s'agit bien d'une image coloriée, donc pas noir-blanc, donc il y a des couleurs. Donc, il s'agit d'un tableau des valeurs, des pixels, un tableau des pixels de 3 dimensions. Donc, vous savez, je rappelle qu'une image, on peut le voir comme un tableau de 3 dimensions. Chaque tableau contient un nombre de pixels. Le problème qu'on a entamé l'autre fois dans la première séance, c'est ce problème-là lorsque les données sont des caractéristiques des tumeurs. Par exemple, ici, on a un premier patient qui a une tumeur. La tumeur ici a comme diamètre 1 mm, comme couleur ici, le degré de couleur c'est 2, juste pour dire est-ce que ici pour X2, c'est le degré, est-ce que c'est foncé ou bien c'est clair, degré de foncé. Et donc, on veut savoir est-ce que cette tumeur est bénigne ou bien maligne. On a aussi la valeur 0, c'est une tumeur bénigne, et la valeur 1, c'est une tumeur maligne. Donc là, on a déjà des données, un tableau de données. Je suppose qu'on va utiliser ces données pour faire quoi? Pour entraîner notre réseau de neurones. Donc, il va utiliser ces données pour s'entraîner à dire pour des prochains patients, lorsqu'on va donner des nouvelles données, donc on a une nouvelle tumeur avec un diamètre X1 et une couleur X2, donc le système, dorénavant, il peut prédire est-ce que c'est une tumeur bénigne ou bien maligne. Donc, ce tableau, c'est les données qu'on a, ou bien ce qu'on appelle les exemples d'entraînement qu'on va utiliser pour faire entraîner notre réseau de neurones. Donc ici, la première chose qu'on a fait, c'est la visualisation des données. C'est-à-dire quoi? Ici, je peux représenter ce tableau-là qui contient les données. Chaque patient, je peux le représenter par un point. Donc, chaque patient, on a un point dont l'abscisse, c'est X1, leur donnée, c'est X2. Donc, ici, je suppose que voilà, ça, c'est le premier patient. Donc, ici, ce point-là représente un premier patient.
dans l'abscisse, c'est ce point-là. L'ordonnée, c'est ce point-là. Et donc, ici, on a un premier patient, puisque j'ai coloré ici en rouge, c'est-à-dire la tumeur, c'est maligne, malheureusement. Donc, encore, deuxième point, c'est-à-dire c'est un deuxième patient. Donc, vous pouvez bien sûr faire la projection pour voir l'abscisse et l'ordonnée. Donc, ça, c'est X1 et ça, c'est l'ordonnée X2. Donc, c'est un deuxième patient qui a une tumeur maligne, ainsi de suite. Bien sûr, juste une remarque, c'est pas vraiment les données sont vraies ici, ce ne sont pas générées par une base de données pour des patients réels, on va dire. Non, c'est moi qui a généré ces points juste pour un exemple. Voilà, donc j'ai créé moi-même ces données-là. Ce ne sont pas des vraies données ou bien des données réelles. Alors, la première chose qu'on va faire, c'est définir nos variables. On a dit X1, c'est une première caractéristique de tumeur. Donc, X1, c'est par exemple, dans notre exemple ici, c'est le diamètre de la tumeur. X2, c'est une deuxième caractéristique, c'est la couleur. Y, ce qu'on appelle les étiquettes ou bien labels en anglais, ici, ça vaut 0 ou bien 1. Ce sont les vraies valeurs, c'est-à-dire la sortie réelle après le diagnostic. Donc, 0, c'est-à-dire bénigne, 1, c'est-à-dire maligne. Ici, je note dans notre dataset, je suppose qu'on a 10 exemples d'entraînement. Donc, je peux avoir un autre dataset qui contient 100 exemples d'entraînement. Donc, d'une façon générale, je vais noter M, le nombre d'exemples d'entraînement dans mon dataset. Le N, c'est quoi? C'est les caractéristiques. Combien de caractéristiques ou bien features en anglais? Ici, puisque j'ai 2 caractéristiques pour chaque tumeur, X1 et X2, donc je note N égale à 2. Juste, on va fixer quelques vocabulaires. Donc, on parle de features ou bien caractéristiques. On parle de Y label ou bien étiquette. M, c'est le nombre d'exemples d'entraînement. Alors, juste, je vais écrire sur la feuille. Voilà. Donc, ici, on a plusieurs exemples dans notre dataset. Donc, pour le premier patient, on a X1 et X2. On a une première, ou bien une première donnée ou bien un premier exemple. Donc, un premier patient, donc on a une tumeur. Là, c'est le diamètre. Ça, c'est la couleur ou bien degré de foncé. Est-ce que c'est foncé ou bien c'est clair? Et là, pour le deuxième patient, aussi, on a X1 et X2. Donc, juste pour distinguer les caractéristiques de premier patient, le caractéristique de deuxième patient, on a encore les caractéristiques de troisième patient. Qu'est-ce qu'on va faire? Juste, je veux noter comme ça un 10 en puissance 1. Ça veut dire quoi? Ça, c'est la première caractéristique de premier patient, ou bien de premier exemple dans mon dataset. Et ça, encore, la deuxième caractéristique dans mon premier exemple de dataset. Je ne sais pas si c'est clair. Maintenant, puisque j'ai passé à un deuxième patient, donc je vais écrire x à la puissance 2 entre parenthèses, c'est-à-dire c'est juste un indice. Donc, x de 1, ça veut dire quoi? Ça veut dire c'est la première caractéristique pour le deuxième exemple donc pour le deuxième patient, autrement dit. Ça, c'est le diamètre de la tumeur pour le deuxième patient. Et si je vais écrire comme ça veut dire degré de foncé pour la tumeur de deuxième patient, ainsi de suite. Donc ici, j'ai tout un tableau, donc juste pour distinguer les caractéristiques d'un patient à un autre, on va utiliser comme ça un indice en puissance. Donc ça, c'est le premier patient, ça, c'est le deuxième patient, ça, c'est le troisième patient, ainsi de suite, jusqu'à le dernier patient, donc le patient numéro 10. D'accord? Et puisqu'on a dit, on va dire finalement, on va noter le nombre de patients ou bien le nombre d'exemples dans notre dataset, c'est M. Donc ici, dans notre exemple, M égale à 10. Voilà, donc pour chaque patient, on a une ligne XI. C'est quoi la ligne XI? C'est juste donné par les caractéristiques du patient I. Donc, si je note comme ça X1, c'est-à-dire je m'intéresse au premier patient. Quelles sont les caractéristiques? On a une première caractéristique qui est
le diamètre de la tumeur, et une deuxième caractéristique qui est la couleur de la tumeur. Toujours pour le premier patient. Si je suppose par exemple qu'on a plusieurs caractéristiques, un médecin pour dire que cette tumeur est bénigne ou bien maligne, il doit vérifier peut-être le diamètre, la couleur, peut-être encore les bords. Est-ce que c'est régulière, c'est smooth, ou bien elle est lisse, ou bien non, elle est irrégulière. Donc, il y a plusieurs caractéristiques. Je suppose qu'il y a une troisième caractéristique, donc on va noter comme ça. Si on a 4 caractéristiques pour chaque tumeur, donc on va noter comme ça. Donc, X1, comme ça veut dire le premier patient, ou bien d'une façon générale, le premier exemple dans notre dataset. Donc, si je note comme ça, qui peut lire, ça veut dire quoi? X à la puissance 3 comme ça, entre parenthèses comme ça, entre 3 et indice 2. Ça veut dire quoi? Ça représente quoi ce chiffre-là? Qui peut répondre? Donc, tout le monde, vous pouvez répondre soit en levant la main, soit en écrivant sur le chat. Oui, Abdellah? On peut le donner accès au micro pour Abdellah? Oui, Abdellah. Comment il s'appelle? Il n'a pas levé la main. Oui, oui, Oui. j'avais levé la main. Bon, le 3 en haut, vous avez, si j'ai bien suivi, ça représente l'indice du patient. Par Exact. exemple. Oui. Et maintenant, le 2, je n'ai pas très bien saisi, mais je pense que vous avez dit c'est le data, la En liste fait, de... oui. Le 2 ici, puisque dans notre dataset, le premier X1, ça veut dire diamètre de la tumeur, ou bien la première Oui. caractéristique. X2, Oui. c'est est-ce que c'est foncé, trop foncé, Ouais. un peu foncé, clair, le degré de foncé. Donc, c'est la deuxième caractéristique, très bien, Oui, Abdellah. C'est la deuxième caractéristique de troisième patient, très bien. Ouais. Voilà, donc, ainsi, je reprends le PowerPoint. Voilà. Donc, ici, pour chaque x à la puissance i comme ça représente une vecteur ligne qui contient quoi? Les caractéristiques de IM élément, ou bien IM patient, ou bien IM exemple dans notre dataset. Donc, ici, XI, c'est quoi la taille de XI? C'est une ligne. Donc, ici, une seule ligne. Combien de colonnes? Ici, contient 2 colonnes, c'est-à-dire on a 2 caractéristiques. Bien sûr, si on aura 3 ou bien 4 caractéristiques, ou bien d'une façon générale, N caractéristiques, dans ce cas, on va dire chaque XI, c'est de taille une ligne N colonnes. Voilà, donc, comme si on a une matrice des entrées. Donc, on n'a pas un seul patient, on a plusieurs. Et chaque patient, la tumeur de chaque patient possède plusieurs caractéristiques. Donc, les données ici, c'est un tableau qui contient comme nombre de lignes M, c'est-à-dire le nombre d'exemples, et nombre de colonnes, c'est N, c'est-à-dire nombre de caractéristiques. Voilà, donc pour la matrice des données, est-ce qu'il y a des questions? Tout va bien? Alors, s'il n'y a pas de questions, je passe maintenant à la matrice des étiquettes. Donc, juste pour, si je reprends le tableau des données, donc ici, le tableau des données, voilà, vous voyez, on a dit c'est un tableau qui contient 10 lignes car il y a 10 patients et 2 colonnes parce qu'on a en fait 2 caractéristiques. Maintenant, la sortie ou bien les étiquettes, c'est un vecteur colonne. Donc, la première composante, c'est 0. 0, c'est-à-dire quoi? C'est juste le résultat du premier patient.
deuxième ligne, c'est encore 0. Donc, c'est l'étiquette de deuxième patient. 0 ici, c'est la troisième étiquette pour, en fait, l'étiquette de troisième patient, ainsi de suite. Donc, le vecteur Y ici, vecteur des étiquettes, c'est un vecteur, colonne, qui contient bien sûr une seule colonne, mais combien de lignes? M lignes, parce que c'est le résultat de tous les patients qu'on a dans le dataset, puisque le dataset contient M exemples différents. Donc ici, on a M composantes dans notre vecteur des étiquettes. Voilà, donc juste une fois on a bien compris qu'est-ce qu'on a comme données, qu'est-ce qu'on a comme étiquette. Maintenant, c'est quoi le but de notre modèle? C'est juste, on a déjà les YI et on a les XI. On cherche à déterminer une fonction f qui donne à chaque XI, qui est une ligne là, une valeur qui soit très proche de la valeur réelle. N'oubliez pas, la valeur réelle ici dans le problème de classification, c'est soit 0, soit 1. Donc, on veut une fonction qui nous donne finalement un résultat qui soit 0, soit 1. Mais bien sûr, on aimerait bien que le résultat soit correct, c'est-à-dire pour le premier patient, puisque la tumeur est bénigne, l'image f de x1 doit être 0. F de x2 doit être 0, f de x3 doit être 0, f de x4 doit être 1. Donc, on doit chercher une fonction f qui donne vraiment des résultats très proches de la réalité. Donc, voilà, on cherche une fonction qui est associée à chaque xi, chaque ligne de données, yi, qui soit très proche des valeurs réelles qu'on a. Alors, on a parlé encore de ça l'autre fois. Donc, on a dit lorsqu'on a des données qu'on peut représenter par des points comme ça, et on peut remarquer que je peux séparer le groupe de points par une droite. Donc, juste, je veux recopier cela pour expliquer sur la feuille. Voilà, j'espère vous voyez la feuille. Donc là, on a dit, je suppose qu'on a ces données-là et je peux remarquer que je peux séparer linéairement les données par une droite. Bien sûr, là, on doit chercher cette droite ou bien le système, on demande au système ou bien de notre modèle de chercher la droite qui sépare ces deux classes. Il doit chercher la meilleure droite. Donc, une droite, d'une façon générale, en mathématiques, lorsqu'on a d'une façon générale, y en fonction de x en maths. Lorsqu'on a y en fonction de x, une droite, c'est quoi l'équation d'une droite? Y égale à x plus b, d'une façon générale. Donc, autrement dit, l'équation de cette droite, je peux l'écrire y moins ax moins b, par exemple, égale 0. Donc, si maintenant on a x1 et x2 au lieu de y et x, autrement dit, une équation de cette droite sous forme x2, constante fois x1, plus constante moins a, finalement, c'est une constante, moins b, c'est une autre constante, égale 0. Donc, une équation affine dans un plan de x1, x2 s'écrit sous la forme, bon, ici c'est 1 fois x2, donc je peux dire d'une façon générale, constante fois x2 plus constante fois x1 plus constante bêta égale 0. C'est d'une façon générale l'équation d'une droite. Donc là, on se demande quelle est la bonne droite qui sépare les deux classes, la classe de 0 et la classe de 1, la classe des tumeurs bénignes et la classe des tumeurs malignes. Donc, certainement, certes, on est sûr que cette droite s'écrit sous la forme une constante fois x1 plus une constante fois x2 plus une constante. Donc, je veux juste noter gamma 1 ou bien W1, la première constante, W2, la deuxième constante, et B, la troisième constante. Voilà l'équation de cette droite en fonction de x1 et x2. Chercher la bonne droite, c'est juste déterminer les bonnes paramètres W1, W2 et B. Voilà, donc on va chercher la bonne droite, c'est-à-dire on va chercher W1, W2 et B. Donc finalement, je peux résumer cela pour un modèle
de classification binaire, on cherche une classification pour résoudre un problème de classification binaire. Qu'est-ce qu'on a comme données? On a x1 et x2. On va multiplier chaque x, le x1 par w1, le x2 par w2. J'ajoute une constante b. Et voilà, je trouve comme si un z sous la forme w1 x1 plus w2 x2 plus b. Donc, cette droite, c'est la droite z égale 0. Maintenant, si z est plus petit que 0, on va dire c'est par exemple bénigne. Et si z supérieur à 0, on va dire la tumeur est maligne. Donc, on appelle cette droite la frontière de décision. C'est-à-dire à partir de cette droite, je peux décider est-ce que c'est bénigne ou bien c'est maligne. Voilà. Maintenant, juste, je rappelle encore qu'on a vu que il vaut mieux parler de probabilité que ce soit bénigne ou bien maligne, puisque c'est une frontière de décision, d'accord, mais on est d'accord que si on a un point ici et un point là, ce point a une probabilité plus forte qu'il soit bénigne que ce point-là, parce que ce point-là est très proche de la frontière de décision. Donc, l'idée ici est de chercher une fonction qui nous permet, qu'on peut l'interpréter comme une probabilité. Donc, d'où la fonction sigmoïde. Ici, on a introduit la fonction sigmoïde A de Z, ou bien il y a encore cette notation sigma de Z, la fonction sigmoïde, parce que si je veux tracer la courbe de la fonction sigmoïde, elle a cette allure-là, c'est-à-dire comme un S, d'où le nom sigmoïde. Donc, cette fonction, on a dit, elle a des valeurs entre 0 et 1. Et du coup, je peux utiliser cette fonction sigmoïde. Si on a une valeur qui est plus grand, donc z plus grand que 0, c'est-à-dire ici, donc c'est, bon, là c'est maligne. Si z négative, donc c'est bénigne. Des questions jusqu'à là? Je ne sais pas, j'entends le micro. C'est bon, je continue? D'accord, je continue alors. Pour ceux qui ont des questions, veuillez s'il vous plaît, soit lever la main, soit écrire vos questions sur le chat. D'accord. Je pense que tout va bien, docteur, vous pouvez continuer. Je continue. Donc, ici, cette fonction, elle a des valeurs entre 0 et 1, donc, et sert à faire quoi? En fait, ici, si je remplace z par 0, je trouve exactement 1 demi. 1 sur 1 plus expo 0, vous avez expo 0, c'est 1, c'est 1 demi. Donc, exactement, donc ça nous donne, si ici, on a un point ici, ou sur la droite z égale à 0, on a comme probabilité 50% d'être bénigne et 50% d'être maligne. Donc, voilà notre modèle. Donc, on a des données x1, x2. On va multiplier x1 par un w1, x2 par w2. On ajoute une constante b. On retrouve z. Après, on fait quoi? On calcule a de z. A de z, ça va nous donner une valeur entre 0 et 1. Si a de z plus grand que 1,5, on peut dire c'est probablement maligne. Donc, dans la classe 1, y prédite égale 1. Et si z est inférieur à 1,5, on va dire, je pense, probablement, c'est dans la classe 0. Donc, encore, je reprends la courbe de la fonction sigmoïde, ce 0, 1, ça c'est 1,5, elle a cette allure-là. Donc, ça, c'est la courbe A de Z. Donc, ça, c'est pour un point Z donné. Je veux calculer, ça, c'est A de Z, par exemple. C'est un réel, on a dit entre 0 et 1. Ça donne la probabilité que Y soit dans la classe 1, c'est-à-dire que ça soit maligne. Donc, si, bien sûr, ça dépasse le 1,5, c'est probablement maligne. Si on a un Z ici qui est négatif, donc vous voyez A de Z certainement va être inférieur à 1,5 et du coup, probablement bénigne. Donc, ici, puisque c'est une probabilité, si A de Z, c'est la proba que Y égale 1, donc la proba que Y égale à 0, c'est-à-dire dans la classe 0, c'est-à-dire bénigne, c'est 1 moins A de Z. Donc, voilà juste l'interprétation de la fonction sigmoïde. On peut l'interpréter comme probabilité de la tumeur, qu'elle soit dans la classe
Donc, je reprends le PowerPoint. Voilà la présentation. Donc, on a dit, cette fois, on veut chercher donc, dans notre modèle, on veut bien que la probabilité vraiment soit semblable aux données réelles. Et je veux réexpliquer encore, c'est-à-dire quoi les probabilités soient semblables aux données réelles. Je veux l'expliquer par la suite parce que l'autre fois, il y a une étudiante qui a posé la question. Donc, j'ai décidé de réexpliquer les choses peut-être avec en détail. Alors, pour le calcul maintenant, juste si je reprends, on a dit un x1, x2, chaque x1 est multiplié par w1, x2 par w2, etc. Mais ici, on n'a pas un seul x1 et un seul x2. Vous vous rappelez, dans notre dataset, pour chaque patient, on a un x1 et on a un x2. On a pour chaque patient un diamètre de tumeur et une couleur. Donc là, n'oubliez pas qu'on fait le calcul pour chaque patient. C'est-à-dire quoi? Donc là encore, je veux recopier et faire et expliquer sur la feuille. Voilà. Donc ici, juste, je veux expliquer cette formule. Je ne sais pas si elle est claire pour vous. Je peux agrandir sinon. Voilà, on a dit, nous, on a x1, on va le multiplier par w1, et x2, on peut le multiplier par w2, et on ajoute b pour trouver le z. Mais finalement, on va faire cela pour chaque patient. Donc ici, pour chaque patient, on a dit, on va utiliser comme ça pour dire c'est le premier patient. Donc pour le premier patient, on va calculer Z1. Pour le deuxième patient, on va calculer Z comme ça, indexé par 1, 2 en haut, pour dire c'est le Z de deuxième patient. Donc, il va avoir X1, 2, W1, plus X2, 2, W2, plus B. Pour le troisième patient, encore, on a un Z3, X1, 3, W1, plus X2. Pour le troisième patient, W2, plus B. Voilà, donc on a en fait, pour chaque patient I, pour chaque I, donc dans le nombre de patients, on a 1, 2, jusqu'à, dans notre exemple là, c'est 10. Mais on a peut-être dans des autres exemples, on a 100, donc on a dit, on va noter M, le nombre d'exemples dans notre dataset d'entraînement. Donc pour chaque patient ou bien pour chaque exemple d'entraînement, on va calculer ZI qui est par définition quoi? X1, W1, et ça c'est pour le premier patient. Le X1, ça représente la première caractéristique du premier patient, plus X2, I, W2, plus B. Ma question maintenant, juste pour vous, pour savoir si vous suivez bien, est-ce que je dois mettre ici un I pour le W1, le W2 et le B? Est-ce que le W1, W2 et B encore dépend du patient? Oui, Abdellah. Attendez, je vais te donner l'accès. Voilà, vous avez l'accès maintenant, monsieur. D'accord, merci. Bon, c'est non parce que tout simplement, le modèle est censé être le même. Donc, les paramètres du modèle sont les mêmes partout. Exactement. On va chercher une seule fonction f, donc un seul modèle qui nous permet de, parce qu'aussi ça dépend du patient. Comment alors je peux prédire pour un nouveau patient le résultat? On veut avoir un W1, un W2 et un seul B qui donne le résultat pour tous les patients. D'accord? Donc très bien, Abdellah. Voilà, donc ici, j'espère que vous avez bien compris cette formule-là. Donc, notre modèle,
on va chercher les meilleurs W1, W2. Si on a bien sûr plusieurs caractéristiques ici, bon là dans notre exemple, j'ai pris 2 caractéristiques, le diamètre, la couleur. Mais on a dit on peut avoir plusieurs features ou bien plusieurs caractéristiques. Dans ce cas, on va dire Z pour le premier patient par exemple, c'est X1, W1 plus X2, W2. Plus X3, W3, s'il y a 3 caractéristiques. Ou bien s'il y a N caractéristiques, XN, WN plus B. Bien sûr, ça, c'est juste pour le premier patient. Et si je veux généraliser, je vais écrire ici I. Donc, comment je peux écrire ça? Vous savez, si on a une somme comme ça en mathématiques, on peut l'écrire avec le symbole sigma. Ici, je remarque que ça change. Ça, c'est 1, ça, c'est 2, ça, c'est 3. Donc, je veux dire XJ, par exemple, WJ, J allant de 1 jusqu'à N plus B. Et là, juste associé au IM patient. J'espère que cette écriture n'est pas trop difficile pour vous. Voilà, donc je reprends mes diapos. Voilà, vous voyez maintenant cette somme, d'où vient cette somme-là. Le ZI, c'est la somme de WJ, XJ à l'absence I plus B. C'est juste, c'est pas une puissance là. C'est juste, c'est-à-dire le XJ associé au IM patient. Alors, là, je veux vous expliquer. Donc, on a ici, on a dit, on va calculer Z pour chaque patient. Donc, là, ici, le Z, ici, c'est encore, on a un Z pour le premier patient, un Z pour le deuxième patient, un Z pour le troisième patient et un Z pour le Mième patient. Donc, juste mettre à l'esprit que Z, c'est en fait un vecteur qui contient une information, bien un petit z pour chaque patient. Donc, c'est un vecteur qui contient combien de lignes? M lignes, c'est-à-dire parce qu'on a M patients. Combien de colonnes? Une seule. Maintenant, je passe à la fonction d'activation sigmoïde. Encore la fonction d'activation sigmoïde ou bien sigma, c'est pour chaque patient, puisqu'on a un z pour chaque patient. Donc, et si j'applique la fonction sigma, la fonction sigmoïde, donc elle sera activée sur chaque patient. Donc, encore, on a cette forme-là, 1 sur 1 plus expo moins z, i. Ici, juste, j'ai expliqué pourquoi le i ici, c'est-à-dire c'est un réel finalement. A, ça donne un réel entre 0 et 1. C'est une sortie pour chaque patient. Donc, d'où le i que vous voyez ici. Bien sûr, on a bien expliqué que A de i, c'est un réel entre 0 et 1. C'est ce qu'on appelle ou bien ce qu'on peut dire ou bien on peut l'interpréter comme probabilité. Le A de i ici, c'est la probabilité que ce patient, ou bien le tumeur de ce patient-là est une tumeur maligne. C'est-à-dire dans la classe 1 d'une façon générale. Si on est dans un autre exemple, le A de I, ça représente la proba que notre exemple ou bien notre ième exemple, c'est dans la classe 1. Juste ici pour la notation, on trouve la notation A de I ou encore sigma de Z de I, c'est-à-dire on a activé ou bien la fonction sigmoïde sur Z de I, ou encore on peut utiliser Y chapeau de I. On a utilisé la notation Y en fait. Y de I, c'est quoi? C'est utilisé, c'est juste la vraie sortie, la sortie qui existe dans notre dataset. Après le diagnostic réel qu'on a fait, on a trouvé le résultat Y. Est-ce que c'est maligne ou bien bénigne? C'est déjà fait. Alors, Y chapeau, c'est pour dire l'estimation de Y. On a dit A de I, c'est une estimation. Si elle est plus grande que 1,5, c'est dans la classe 1. C'est plus petit. Si c'est plus petit que 1,5, c'est dans la classe 0. Donc, on peut considérer A comme une approximation de 1 ou bien 0. Donc, c'est une approximation de Y. D'où la notation Y chapeau. C'est juste un estimateur de Y. Maintenant, puisqu'on a dit que c'est une estimation, donc on espère bien que ça sera très proche des valeurs réelles. Donc, ici, vous voyez, par exemple, pour un patient
ayant une tumeur maligne, l'estimation va être un réel plus grand qu'un demi, on espère bien. Donc, il y a une erreur. On espère bien que ça soit très proche de 1 pour que ça soit très proche de la valeur réelle. Donc, on va essayer de minimiser les erreurs. Donc, si les données Y égale à 0, donc on veut que A soit très proche de 0. Si les données réelles Y égale à 1, on veut bien que A soit très proche de 1. Donc, on va essayer de minimiser les erreurs. Donc, voilà, juste pour résumer. Si je considère cette formule-là, cette formule que j'ai donnée encore dans la première séance, mais juste avec des notations beaucoup plus simples. Je n'ai pas mis le i comme puissance là. Donc, je veux encore réécrire cela sur la feuille pour réexpliquer cette formule. Voilà, j'espère que vous voyez maintenant sur la feuille l'écriture. Voilà. Alors, bon, si juste j'écris comme ça, A, je ne veux pas mettre le I. Donc, juste, vous comprenez, c'est associé à un patient bien fixé, le I impatient. Donc, je vais écrire A à la puissance Y fois 1 moins A à la puissance 1 moins Y. Et je note ça à P. Alors, je vais expliquer P, ça vaut combien? Si Y égale 0, le P égale combien ici? Si Y égale 0. Sachez que A à la puissance 0, c'est 1 finalement. Donc, si je remplace dans cette formule Y par 0, je vais trouver un moins A. Et si Y égale 1, on a dit les valeurs réelles Y, ça soit 0, soit 1. Donc, si Y égale à 1, la quantité P va être quoi? Donc, ici, 1 moins 1 va être 0. Tout ça, c'est 1. Je ne sais pas si vous suivez. Je vais trouver A. Donc, vous pouvez remarquer que cette formule, A à la puissance Y fois 1 moins A à la puissance 1 moins Y, donne 1 moins A si Y égale 0 et donne A si Y égale 1. Donc, c'est exactement ça, c'est la probabilité A. C'est la probabilité que ce soit dans la classe 1 et A moins A, c'est la probabilité que ce soit dans la classe 0. Donc, ici, bien sûr, pour chaque patient, on parle de A. Donc, on a dit, il n'y a pas un seul A, mais il y a A à la puissance, A, combien de A? On a MA, il y a 10 patients. Donc, on va faire le calcul pour 10 fois de A. Pour chaque patient, on va calculer le A. Donc, cette formule, on va faire le calcul pour chaque patient. Donc, de I allant de 1 jusqu'à 10, si on parle de 10 patients. Ou bien dans le cas général, de 1 jusqu'à M. M, le nombre d'exemples dans notre dataset. Donc, là, on veut faire quoi? Juste, je vais nettoyer un peu. Donc, vous avez bien compris pourquoi ce symbole I que vous voyez, parce que c'est associé à chaque patient. Ici, juste le Y chapeau, c'est pour la fonction A, c'est une estimation de A. Même chose pour Y chapeau, là, c'est une estimation. Donc, ça, c'est l'estimation. Et ça, c'est la valeur réelle qu'on dispose déjà dans notre dataset. Alors, ça, on veut faire quoi pour dire que c'est un bon modèle qui donne des résultats vraiment très proches de la réalité? On veut bien que si Y, juste je change la couleur, si Y, la vraie valeur, l'étiquette 1, on a dit P égale à A. Et A, c'est la probabilité qu'elle soit dans la classe 1. Donc, on veut bien que la probabilité soit très proche de 1. D'accord? Parce que dire que la proba soit 0,999, c'est-à-dire oui, on va dire probablement dans la classe 1. Mais dire si A, on a trouvé c'est 0,1, on a dit voilà, c'est une grande erreur. Une probabilité faible, on veut bien qu'elle soit très grande pour dire oui, c'est très proche de la réalité, parce que la réalité Y égale à 1. Donc, on veut dans ce cas que la proba A soit très proche de 1. Donc, juste
si y, la valeur réelle égale à 1, on veut bien que y chapeau soit comment? Très proche de 1. Et si la vraie étiquette, l'étiquette réelle égale à 0, c'est-à-dire on est dans la classe 0, les tumeurs sont bénignes. Donc, on veut bien que Y chapeau ou bien que A égale 0,01 par exemple, très faible. Pourquoi? Parce que A toujours représente la probabilité que ce soit dans la classe 1. Mais ici, on veut bien que cette probabilité soit faible pour dire, ah, c'est pas probable que ce soit de classe 1, donc probablement dans la classe 0. Donc, je répète, si l'étiquette réelle Y égale 0, on veut bien que A ou bien Y chapeau soit très proche de 0. Et du coup, on veut bien que A moins Y soit très proche de 1. Puisque vous voulez que Y chapeau soit très proche de 0. Donc, 1 moins 0, ça va être très proche de 1. Donc, je ne sais pas si vous avez bien compris que dans les deux cas, que ce soit l'étiquette réelle égale à 1. Donc, dans ce cas, on veut bien que Y chapeau soit très proche de 1. Et si Y égale 0, on veut bien que 1 moins Y très proche de 1. Donc, on veut bien que cette formule qui donne YI et 1 moins YI, tout dépend, on est dans la classe 1 ou bien dans la classe 0, soit très proche de 1 dans les deux cas. Et ça, c'est la formule de vraisemblance. On veut maximiser, c'est ce qu'on veut dire par la formule de vraisemblance, on veut maximiser la vraisemblance, on veut que cette quantité soit très proche de 1. Je ne sais pas si l'étudiante qui a posé la question l'autre fois, elle est encore là. Sinon, pour les autres étudiants, est-ce que c'est clair maintenant la formule de vraisemblance? Pourquoi on veut maximiser la vraisemblance et pourquoi la vraisemblance, elle est définie ainsi? Des questions jusqu'à là sur la vraisemblance? Pour ceux qui ont des questions, veuillez s'il vous plaît soit lever la main, soit écrire vos questions sur le chat. Je pense que tout va bien jusqu'à maintenant, docteur. Vous pouvez continuer. J'espère. D'accord, j'espère. Merci bien. Donc, voilà, donc je reprends mes diapos. Voilà, donc on a cette formule de vraisemblance et notre but est de maximiser la vraisemblance. On veut que cette quantité soit assez proche de 1, soit maximale, parce qu'elle ne va pas dépasser le 1, dans tous les cas, c'est une probabilité. Donc, on veut bien qu'elle soit très proche de 1. Donc, puisque là, c'est la vraisemblance pour un seul exemple, pour que notre modèle soit donc vraisemblable pour tous les données dans notre dataset, on va chercher que pour n'importe quel i soit très proche, cette quantité soit très proche de 1 pour n'importe quel i. Donc, on va considérer le produit. Donc, on veut bien que pour i égale à 1, ça soit très proche de 1. Pour i égale 2, ça soit très proche de 1. Pour i égale 3, ça soit très proche de 1. Donc, on veut bien que le produit i allant de 1 jusqu'à m soit très proche de 1. Donc, voilà la vraisemblance totale, c'est-à-dire la vraisemblance pour tout ou bien toutes les données qu'on a dans notre exemple ou bien dataset d'entraînement. Donc, voilà, juste c'est une formule, mais l'autre fois, lorsque j'ai donné la formule comme ça, il y a une étudiante qui m'a posé la question pourquoi la vraisemblance elle est définie ainsi. Donc, j'espère maintenant elle est claire. Voilà, on a expliqué l'autre fois que maintenant, pour maximiser la vraisemblance, d'une façon générale, en mathématiques, pour chercher où une fonction f atteint son maximum ou bien atteint son minimum, on fait quoi en tableau de variation? Donc, on fait ça depuis le secondaire. Alors là, donc, du coup, on va raisonner de même. On va chercher où cette fonction prend son maximum. Donc, on doit dériver. Et juste là, on a dit la formule est donnée par produit. Je ne sais pas si vous avez fait de maths dans les secondaires, vous avez fait les dérivés. Est-ce qu'il y a quelqu'un là qui a un problème avec les dérivés? Donc,
si je vous demande de faire la dérivée pour un produit, dérivée de f fois g, ou bien dérivée de f plus g, je pense, on a vu que la formule pour f plus g est beaucoup plus simple. Je dérive une somme, mieux que je dérive un produit. Donc là, l'idée, c'est de faire quoi? De passer à la somme au lieu du produit. Mais on a une fonction mathématique qui nous permet de passer d'un produit à une somme qui est la fonction logarithme. Donc ici, au lieu de considérer la fonction de vraisemblance, on a appliqué la fonction logarithme sur cette fonction, rien que pour avoir une somme, parce que finalement, on va chercher le maximum et donc on va dériver. Et donc, il vaut mieux dériver une somme. Beaucoup plus simple pour moi dériver une somme qu'un produit. Donc, on a fait entrer la fonction log et on a expliqué l'autre fois comment on a trouvé cette formule. Donc, juste on a appliqué les propriétés de fonction logarithmique. Donc, même si vous n'avez pas assisté dans la première séance, on va commencer, juste on va supposer que voilà, cette fonction, c'est la fonction des vraisemblances et on cherche à la maximiser. Et maximiser ou bien chercher le maximum d'une fonction f, ça revient à chercher le minimum de son opposé. Donc, d'une façon générale, dans tous les modèles, dans l'intelligence artificielle, toujours, on dit, l'algorithme, toujours, on minimise les erreurs. Donc là, juste au lieu de maximiser la vraisemblance, on va chercher à minimiser son opposé. Maximiser la fonction, ça revient à minimiser, mais juste pour rester dans le cadre de l'intelligence artificielle, toujours on minimise les erreurs. Donc voilà, on va chercher à minimiser cette fonction. Donc, garder cette fonction à l'esprit, on va essayer de chercher son minimum. N'hésitez pas à poser des questions à tout moment. Hein. Vous pouvez lever la main ou bien écrire sur le chat si vous pensez qu'il y a quelque chose n'est pas clair ou bien si vous voulez poser une question. Alors, on va commencer maintenant à chercher comment je minimise une fonction. Alors, là, je rappelle juste, on a des entrées, on a Z, on a écrit Z comme ça, et puis on a appliqué une fonction sigmoïde A, et puis on a cherché la fonction Q, ou bien la fonction loglos, ou bien la fonction qu'on avait appelée juste l'erreur à minimiser. C'est la fonction qu'on a vue tout à l'heure. Donc là, on va chercher à minimiser cette fonction Q. Et là, il y a un problème vraiment pour chercher le minimum d'une fonction. Là, vous voyez cette fonction. Cette fonction, elle est bonne. Bon, je pose une question. Vous pensez que cette fonction, elle possède combien de minimum? Un seul ou bien plusieurs? Qui peut répondre à cette question? La courbe que vous voyez, je suppose que c'est une fonction, c'est la fonction Q ou bien fonction loglos ou bien la fonction erreur qu'on cherche à minimiser. À votre avis, cette fonction possède combien de minimum à partir de la courbe? Un seul ou bien plusieurs? Des réponses pour cette question? Pour ceux qui veulent répondre à la question de Dr. Kutz, veuillez s'il vous plaît soit lever la main, soit écrire vos réponses sur le chat. Alors, je vais vous donner une autre fonction beaucoup plus simple peut-être. Voilà, je veux dessiner moi-même une fonction que vous connaissez peut-être sur la droite réelle, une fonction simple. Voilà, cette fonction, d'habitude, on a x et y égale f de x. Cette fonction, voilà le minimum de cette fonction. Elle possède un seul minimum. Mais cette fonction-là possède plusieurs minimums. On parle, ça c'est le minimum local, ça c'est le minimum local. Ça c'est un minimum global. Donc, elle possède plusieurs minimums locaux. Donc, là, une question qui t'est posée, pour la fonction Q, on doit chercher, on a dit, le minimum.
Et pour chercher le minimum, on va utiliser la descente de gradient. Et une condition nécessaire pour utiliser la descente des gradients, il faut qu'on ait un seul minimum local. Donc, voilà, ce qui est intéressant pour nous, c'est que la fonction qu'on a définie, on a vérifié mathématiquement que cette fonction, elle a cette allure-là. C'est-à-dire que cette fonction, vraiment, elle possède un seul minimum local qu'on peut voir ici, quelque chose comme ça. Ici, le minimum local de cette fonction. Voilà, maintenant, juste, je vais expliquer sur la feuille. Donc là, notre fonction, elle est définie, d'accord? C'est la somme, on a le 1 sur m, le moins 1, à l'aide de yi et ai encore. Et dans le ai, je vois le zi. Et dans le zi, je vois quoi? N'oubliez pas, le zi est exprimé à l'aide de xi w1 plus x2 i w2 plus b. Donc, finalement, la fonction, elle dépend de quoi? Elle dépend de w1, elle dépend de w2 et elle dépend de b. Notre but est de faire quoi? Chercher les meilleurs w1, w2 et b pour que cette fonction soit minimale. D'accord? Donc, est-ce que notre objectif est clair? On va chercher les meilleurs paramètres W1, W2 et B pour que cette fonction logloss ou bien fonction Q soit minimale. Jusqu'à là, c'est bon? Oui, docteur, vous pouvez continuer. D'accord. Alors, là, la fonction à l'aide de W1, par exemple, à l'aide de W1, elle est une fonction convexe. Juste, je vais expliquer le fait que c'est une fonction convexe. Bon, la convexité, peut-être, on veut cette notion en mathématiques, peut-être il y a des étudiants qui ont déjà vu la notion de convexité, il y a des autres que non, on n'a pas vu. La convexité juste assure qu'on a un seul minimum, comme j'ai bien expliqué, pas plusieurs. Donc déjà, notre choix de fonction sigmoïde et tout, la fonction vraisemblance, juste pour s'assurer que notre fonction logloss est convexe, c'est-à-dire elle a cette allure-là, c'est-à-dire il y a un seul minimum global. Maintenant, la descente, l'idée de descente des gradients, c'est de faire quoi? Au début, choisir W1, ça c'est la fonction logloss ou bien fonction. Au début, on va choisir un W1 arbitrairement. Le système, il ne connaît rien. Il va choisir W1 arbitrairement. Je suppose qu'il a choisi ce W1. N'importe quel réel, n'importe. Qu'est-ce qu'il va faire? Et n'importe quel W2 par la suite et n'importe quelle constante B. Donc, on va initialiser les paramètres aléatoirement. On va dire, allez choisir n'importe quel réel W1, W2 et B. Il va choisir arbitrairement. Alors, il va choisir, supposons qu'il a choisi ce W1. Qu'est-ce qu'on va faire? On va calculer notre fonction co. On a dit L, c'est moins 1 sur M fois la somme, etc., etc. On va le calculer. Certainement, d'après ce graphe-là, juste je vais expliquer, va être ici. Ça, c'est l'erreur. Notre but est que ça soit minimal. Donc, on veut minimiser l'erreur. L'idée, c'est quoi? Juste, on va dire, répéter en boucle W1 cette fois dans la deuxième itération. Donc, la première itération, on a choisi aléatoirement. Maintenant, dans la deuxième itération, on va faire quoi? Le nouveau W1, on va définir un nouveau W1 de la façon suivante. Il reçoit l'ancien, qui est celui-là, moins alpha fois la dérivée de n par rapport à W1. Bon, je veux dire W, que ce soit W1, W2 ou bien un autre si on a plusieurs caractéristiques. Donc, le paramètre W, maintenant dans la deuxième itération, on ne va pas le garder tel qu'il est, mais on va prendre le premier qui est choisi ici à l'instant T. Bon, voilà, je veux indexer comme ça, à l'instant T plus 1.
Donc, puisque tu as choisi arbitrairement, maintenant tu fais cette opération et tu changes le W. Pourquoi? Par exemple, ici, on a dit il a choisi à l'instant t égale 0, ce W, donc la fonction logloss est là. Ici, la fonction, elle est décroissante au point W qu'il a choisi. Vous voyez, la fonction, elle est décroissante. Puisque la fonction, elle est décroissante, la dérivée, à votre avis, le signe sera positif ou bien négatif? Là, une question encore de maths. Si la fonction, elle est décroissante, elle décroît quand vous voyez, elle décroît. Donc, si f est décroissante, ça veut dire que la dérivée de f est comment? Positive ou bien négative? Ceux qui veulent répondre à la question, s'il vous plaît, soit lever la main, soit écrire vos questions sur le chat. Alors, Hadifou a dit négative. Très bien. Elle est négative. Très bien. Elle est négative. Une fonction décroissante, sa dérivée est négative. Donc, cette quantité, dans ce cas, elle sera négative. Et qu'est-ce qu'on va faire? On va demander à multiplier cette constante négative par un pas. Et là, je veux parler de cette constante alpha. On va dire, pour le moment, alpha, c'est 0, 0, 1, par exemple. Notre pas. On va changer. Comme si on a dit, tiens, tu calcules l'erreur et puis tu modifies un peu le W, un peu avec un pas. Le pas, c'est 0, 0, 1, ou bien le alpha d'une façon générale. Alors, la dérivée est négative. On va la multiplier par alpha qui est positive. Donc, cette quantité, ça reste négative. Avec ce signe moins, elle sera positive. Donc, comme si on a dit au système ou bien à notre algorithme, alors la prochaine fois, tu fais W plus une petite quantité positive. Comme si on a dit, allez, avance un peu. Voilà, il sera là à l'instant t plus 1. Il va refaire la même chose. Alors, encore, tu fais quoi? Tu fais le calcul. Tu fais W moins alpha dl sur dw. Donc, il va encore refaire une troisième itération. Il va calculer l'image, l'os. Il va trouver cette fois ici sur l'image. Il va calculer encore la dérivée. Encore, c'est négatif. Comme vous voyez, elle est encore décroissante. Il y a quelqu'un qui écrit. D'accord. Jusqu'à la différence sera nulle. En fait, oui, mais peut-être ici, on va demander à un ordinateur de faire le calcul. Et là, le nombre d'itérations, peut-être, il sera très, très, très grand pour attendre que ça soit nul. On n'est pas sûr qu'il va tomber sur ce point-là exactement, Monsieur Abdallah, d'accord? Donc, on va dire il va répéter cette itération un nombre de fois. Et là encore, c'est une question, on va parler, bon, jusqu'à la convergence. Et on va voir les méthodes, comment savoir que, voilà, il faut arrêter le nombre d'itérations. D'accord, monsieur? Parce que si on veut dire jusqu'à la différence est nulle, c'est une machine. Ils peuvent faire le calcul jusqu'à, il reste 2 jours ou bien 3 jours. On ne veut pas faire cela. On ne veut pas bloquer notre machine. Donc, on doit s'assurer que va s'arrêter au bout de quelques minutes. D'accord? Et l'itération sera s'arrêter où? D'accord. Oui, c'est une question. Voilà, c'est l'une des questions. C'est une bonne question. On va voir après dans la pratique, on doit s'arrêter quand? Pour le moment, monsieur, on va dire, on va répéter cette itération un nombre de fois. On va fixer les débuts jusqu'à 1000 fois. Voilà. D'accord? Et puis, on va voir dans la pratique comment savoir que est-ce que vraiment 1000, c'était suffisant pour arriver au minimum ou bien c'était trop, on a pu s'arrêter jusqu'à 100 uniquement
Voilà. Donc, est-ce que c'est assez suffisant ou bien c'est trop grand? On va voir dans la pratique comment faire pour savoir le nombre d'itérations qu'on doit faire pour que la machine arrive ou bien le système ou bien le modèle arrive bien à notre minimum. D'accord, monsieur Abdallah? Pour le moment, on va dire, on va répéter l'itération n fois. D'accord. Donc, encore, je réexplique. Donc, le principe, c'est quoi? On a dit, on a choisi, donc la deuxième itération, on est là, on fait le calcul, on dérive, on trouve la dérivée encore, elle est négative. Donc, de même, il va faire ça, c'est négatif, multiplié fois le alpha qui est positif. Donc, tout cela est négatif. Avec ce signe moins, ça sera 1 plus. Donc, comme si je dis encore avancer un peu. Il va avancer, avancer, avancer chaque fois jusqu'à, on espère bien que ça converge, que ça arrive à une valeur qui soit très proche de minimum. Maintenant, je dis bien que la fonction log, loss, ou bien d'une façon générale, dans n'importe quel modèle d'intelligence artificielle, on doit être sûr que la fonction erreur choisie doit être convexe. Convexe, c'est-à-dire elle a cette allure-là, c'est-à-dire un seul minimum global. Et l'initialisation, c'est toujours au hasard. Vous pouvez dire, madame, donc il peut choisir ce W hein, comme initialisation. Il peut choisir ce W-là. Oui, il est possible. Alors, qu'est-ce qu'il va faire? On va appliquer la même formule. Toujours, on va dire, allez, la prochaine fois, tu fais W moins alpha fois la dérivée. Et on va voir que ça marche encore. Il va arriver à la valeur minimale. Pourquoi? Parce que cette fois, il va calculer l'image de W, il va trouver cette valeur et donc au voisinage de ce W, la fonction, elle est comment? Elle est croissante, vous voyez? Elle est croissante, cette fonction. Donc, du coup, là, la dérivée ici, en ce point-là, elle est positive. Et puisque le alpha ici choisi, on a dit, supposons que c'est 0, 0, 1, c'est positif. Donc, tout cela est positif. Avec ce signe moins, ça sera négatif. Donc, qu'est-ce qu'on a dit? Comme si maintenant, tu avances, non, tu recules cette fois. W moins une quantité positive, tu recules. Voilà un peu. Donc, la deuxième itération, il va trouver ici, il va refaire encore. La dérivée est positive, donc il va reculer jusqu'à, bien sûr, on espère bien qu'il arrive à une valeur minimale de notre fonction Q. Voilà le principe de descente de gradient. Donc, la formule est la suivante. Toujours, pour W1, tu fais W1 moins la dérivée de L par rapport à W1. Même chose, si on a un W2, tu fais de même. W2 moins la dérivée de L par rapport à W2. Et pour la constante B qui est le billet, et sinon, bon, je n'ai pas compris le sinon, vous voulez dire pas par le sinon, juste j'écris c'est B moins DL sur DB. Voilà le principe de descente de gradient d'une façon générale pour chaque paramètre W, on va dire J, on va faire WJ moins la dérivée de L. Alpha là, ah, j'ai oublié le alpha. Il va répéter ça n fois. Et le alpha, ce qu'on appelle le pas ou bien, oui, Salim, je vois quelqu'un qui a levé la main. Salim, je pense. On peut donner accès à Salim. Voilà. Vous avez accès maintenant, je pense. Bonsoir. Bonsoir. Je retourne un peu sur le alpha 1, alpha 2, quand on calcule de la façon dont alpha 1 est positif de l'autre côté et dans les deux côtés là. Et si on regarde la convergence de la fonction à droite et à gauche, est-ce que ça peut nous ramener à quelque chose? Bon, je n'ai pas bien saisi la question. Vous parlez toujours de la fonction Q qui a cette allure-là, on a dit. Oui. Et
Ça, c'est W et ça, c'est la fonction log. Et toujours, on va répéter cette opération. On a dit n fois, on va le répéter. Maintenant, Oui, juste, veuillez répéter votre question, s'il vous plaît. je regarde. On a calculé, par exemple, alpha 2, oméga 2 qui est égal à oméga 1 moins alpha de rang L sur de rang oméga 1 de l'autre côté. Et Oui, de l'autre exactement. partie ici, pour la partie positive, le moment où on doit reculer. Il y D'accord. a une partie qu'on avance, il y a une partie qu'on doit reculer. Ah, regardez, monsieur, tout dépend le choix initial de W, parce qu'initialement, on a dit on va initialiser le système. On va dire Oui, choisissez W arbitrairement. Donc, soit il va oui, choisir W ici, soit il va choisir W ici, soit, bon, par hasard, si on tombe sur la dérivée nulle, donc il ne va rien faire, donc il va garder le W. oui, Maintenant, on va faire quoi? On va choisir alpha suffisamment petit. Pourquoi je dis suffisamment petit? Parce que soit on est là, comme j'ai bien dit, supposons qu'il a commencé ici. On veut bien qu'il commence à petits pas jusqu'à arriver à valeur minimale. On n'aime pas faire des grands pas parce que si on fait de grands pas, si alpha c'est très grand, donc il va avancer, oui. il peut avancer comme ça. Et du coup, on va reculer, il recule comme ça. Et on ne converge pas vers la valeur minimale, on va rester comme ça. D'accord? Donc, c'est pour cette raison on choisit le alpha très petit. Pourquoi? Si on est initialement ici, il va avancer. Et si on est initialement là, il va reculer. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. Oui, oui. Mais bon, j'aimerais savoir, puisqu'on a alpha à gauche, il y a oméga à gauche ici, oméga à droite, on choisit alpha à petit, comme le pas. Moi, je me demande, est-ce que pour arriver au minimum là, on ne peut pas regarder la convergence à gauche et à droite de la D'accord. fonction? En fait, on ne sait pas déjà le système. On a dit il va choisir arbitrairement. Donc pour nous, on ne sait pas est-ce que c'est à droite ou bien c'est à gauche. On a choisi cette formule qu'elle va marcher, que ce soit on est à droite ou bien à gauche, mais réellement on ne sait pas on est où. Ok, ok. Je ne sais pas si vous m'avez bien compris. Tout dépend du signe de la dérivée. Si la dérivée est positive, il va reculer. Si la dérivée est négative, il va avancer. Du coup, on est sûr que ce soit on est à droite ou bien on est à gauche, on va arriver, si le alpha est bien, on a dit, est bien petit, on va aller dans le bon sens. Donc, si on est à droite, on a commencé à droite, on va reculer. Si on a commencé à gauche, on va avancer. Donc, tout dépend ici. Ce n'est pas nous qui va choisir. Nous n'allons pas choisir le W. C'est arbitrairement. Et cette formule nous assure qu'on va aller dans le bon sens. Ok, merci beaucoup, j'ai Vous compris. voyez, merci à vous. Est-ce qu'il y a des autres questions? D'accord, très bien. Donc ici, la remarque peut-être, comme il a dit votre collègue, on aimerait bien qu'aussi on est dans dans une partie, que ce soit, donc ça c'est le minimum qu'on cherche. Si on est à droite de minimum, on aime bien, si on a commencé là, on recule. Hein, on ne saut pas des grands sauts pour s'asseoir, on ne trouve jamais le minimum. On recule avec des petits pas pour que ça converge. À chaque fois j'ajoute une itération, je m'approche de plus en plus vers la valeur minimale. Et si jamais le système a tombé arbitrairement sur une valeur qui est à gauche de la valeur minimale, on va avancer à petits pas pour s'approcher de plus en plus vers la valeur minimale. C'est ce qu'on appelle la convergence en mathématiques. On veut converger vers la valeur minimale, c'est-à-dire pour un nombre d'itérations suffisamment grand, la valeur de logarithme ou bien, pardon, la valeur de loglos ou bien la fonction coût sera très proche de sa valeur minimale. C'est ça le principe de descente de gradient. Est-ce que c'est bon pour tout le monde?
Donc, pour ceux qui ont des questions, veuillez s'il vous plaît soit lever la main, soit écrire vos questions sur le chat. Je pense qu'il n'y a pas de questions jusqu'à maintenant, docteur. Vous pouvez continuer. D'accord, merci. Donc, voilà finalement la formule de descente de gradient. On va répéter cette itération un nombre de fois, on va dire n fois. Oui, c'est une question, on va voir, ça c'est un problème déjà. Quand on doit s'arrêter, est-ce que le nombre d'itérations, je dois le fixer? Comment faire pour savoir que le nombre d'itérations est suffisant, etc. On va voir ces problèmes après. Juste le principe, c'est de répéter cette itération un nombre n de fois. Encore ici, le alpha ici, ce qu'on appelle learning rate ou bien le pas d'apprentissage, c'est positif et il doit être, on veut bien sûr le alpha, encore c'est un problème. Donc, on a deux problèmes jusqu'à là. Comment choisir le alpha et comment choisir quand s'arrêter. On veut être sûr que lorsqu'on s'arrête, on tombe sur le minimum ou bien une valeur très proche de minimum. Donc, mais le principe, voilà, donc juste je répète ces opérations. W, c'est W moins alpha fois la dérivée par rapport à W. B, c'est B moins alpha fois la dérivée de la fonction log loss par rapport à V. Comme ça, je suis sûre que je m'approche de plus en plus vers la valeur minimale. Donc, toujours, j'aimerais rappeler dès le début jusqu'à, on est arrivé, je pense qu'on a fait déjà plus qu'une heure 15, donc voilà, qu'est-ce qu'on a fait jusqu'à maintenant? On a des données, on a bien compris que chaque donnée, ou bien pour chaque patient, ou bien pour chaque exemple dans notre dataset, c'est une ligne que je vais noter par X1, X2, X3 en puissance pour dire cette ligne-là, c'est la ligne des caractéristiques pour le IM exemple. YI, comme ça, c'est la notation pour la vraie étiquette. W, c'est le vecteur de poids, tout dépend combien de caractéristiques. Si on a X1 et X2 de caractéristiques, donc on va avoir W1, W2. Si on a 3 caractéristiques, donc on va avoir W1, W3, ainsi de suite. Donc, c'est le vecteur de poids. B, c'est la constante qu'on appelle le VI. Donc, une fois on a fixé voilà, notre modèle, on va appliquer la fonction sigmoïde, qui peut s'interpréter comme probabilité que notre exemple, c'est dans la classe 1. La fonction sigmoïde, elle est donnée par ça. La courbe, elle est ressemble à la lettre S, donc on appelle sigmoïde. Et puis, on a défini la fonction log loss, la perte. Pour chaque exemple, on va noter comme ça. Puissance I, c'est juste un indice, ce n'est pas une puissance. Et puis, on a fait la fonction coût total, c'est 1 sur m fois la somme de toutes les log loss. Donc, bien sûr, vous avez vu, on va dériver finalement pour appliquer notre algorithme. Parce que l'algorithme se base principalement sur la descente de gradient pour chercher la valeur minimale. Et pour chercher la valeur minimale, on doit dériver par rapport à W1, dériver par rapport à W2 et dériver par rapport à B. Donc là, juste, je termine par cette expression et les étapes et on continuera, Inch'Allah, la séance prochaine. Donc, je termine juste, ça sera la dernière diapo. Juste, je veux recopier cela sur la feuille. Voilà, vous voyez maintenant. Ça, c'est la fonction log. Bien sûr, juste pour un seul exemple. Donc, on a dit pour les autres, pour faire la fonction log loss pour tous les exemples, juste je fais la somme i allant de 1 jusqu'à m, nombre total des exemples dans mon dataset, y log de AI, etc. Donc, ça, c'est pour un seul exemple. L'erreur pour un seul patient, on va dire, si je reprends l'exemple de dataset des patients. Donc, ici, on va faire quoi maintenant? N'oubliez pas, je veux chercher ou bien la log, ou bien le minimum par rapport aux W1, W2 et B. Bon, je suppose qu'on a exactement deux caractéristiques. Donc, on a W1, W2 et B. Donc, je dois faire quoi pour chercher le minimum? Dans l'algorithme de descente de gradient, je dois calculer la dérivée de L par rapport à W1.
Alors, pour calculer la dérivée de L par rapport à W1, je veux chercher où il est le W1. Peut-être vous ne voyez pas le W1, vous dites, mais c'est une constante. Non, parce que le AI, ici, c'est 1 sur 1 plus expo moins Z. Et le Z, c'est en fait W1X1 plus W2X2 plus P. Donc, réellement, le A dépend de Z et le Z dépend de W1. Donc, comme si c'est la composée de trois fonctions f rangées en h et on veut dériver. Donc, il y a une formule ici qui s'appelle la formule de la chaîne qui dit la chose suivante. Si vous avez L qui dépend de A et A dépend de Z et Z dépend de W1, et tu veux dériver L par rapport à W1, tu fais quoi? La composée. Tu dérives L par rapport à A. Bon, je fais D comme ça. Peut-être vous connaissez cette notation pour ne pas compliquer les choses. Et fois la dérivée de A par rapport à Z, fois la dérivée de Z par rapport à W1. Donc, on va calculer. Parce que finalement, on va écrire tout cela dans un algorithme. Ou bien on va implémenter ça sur Python, Inch'Allah. Donc, pour l'implémenter, il faut bien avoir les formules devant nous. On va chercher les formules et puis les implémenter en Python. Donc, on va calculer la dérivée de Z par rapport à W1, la dérivée de A par rapport à Z, la dérivée de L par rapport à A. On fait le produit pour trouver la dérivée de L par rapport à W1. De même, dL par rapport à W2. Ensuite, dL par rapport à W3. Donc, voilà, je vais m'arrêter là. Donc, vous avez bien compris, on a besoin de calcul des dérivées de L par rapport à A, par rapport à Z, par rapport à W1. On va chercher ces dérivées pour terminer. On va écrire l'algorithme et puis l'implémenter en Python. Donc, on doit faire ce calcul. On continuera à faire ce calcul la prochaine fois, mais vous pouvez essayer vous-même de faire le calcul avant mercredi prochain pour toujours essayer de faire le calcul par vous-même. Ça sera beaucoup mieux de regarder le calcul voilà, le calcul prêt, on ne va pas vraiment apprendre grand chose. Voilà, on s'arrête là. Juste si vous avez des questions. Merci infiniment à vous, docteur, pour tous vos efforts. Pour ceux qui ont des questions, veuillez s'il vous plaît soit lever la main, soit écrire vos questions sur le chat. Je ne sais pas, je vois une question, le choix de la valeur alpha. Je ne sais pas, est-ce que j'ai répondu à cette question ou bien il était posé après mes explications. Merci pour le choix de la valeur alpha. Je ne sais pas, parce que j'ai expliqué cela, mais je ne sais pas, peut-être, est-ce que c'était posé avant l'explication ou bien après? Je peux répéter. D'accord, regardez, le choix de la valeur alpha. Encore, on va essayer de choisir alpha petit. Bon, je vais expliquer sur la feuille. Encore, c'est un paramètre très important, le alpha, le choix de alpha comment? Parce que si je commence par exemple ici W, et donc je choisis un alpha très petit. Donc, l'itération, ils vont avancer à petits pas et malheureusement, on ne va pas arriver, le nombre d'itérations va s'arrêter avant d'arriver à valeur ou bien s'approcher de la valeur minimale. Et si je considère alpha assez grand, comme j'ai bien dit, on va faire comme ça, et on n'arrive jamais à la valeur minimale. Donc, oui, le choix de alpha est très important ici et encore, on va voir cela avec Python. Lorsqu'on va implémenter l'algorithme en Python, on va changer la valeur de alpha et voir comment je choisis alpha ou bien quelles sont les solutions pour bien choisir la constante alpha. D'accord, Monsieur Hafido, Ali Mohamed? Très bien, merci beaucoup, super.
Pour ceux qui ont des questions, veuillez s'il vous plaît soit lever la main, soit écrire vos questions sur le chat. Tout le monde? Vous avez des questions? Donc, je pense qu'il n'y a pas de questions et que tout est clair. À la fin du cours d'aujourd'hui, docteur, voulez-vous ajouter quelque chose? Non, merci toujours à vous, Malek, pour tous vos efforts. Merci à tous les étudiants qui étaient là. Je sais que faire de maths et en ligne, c'est pas évident. Merci pour tous qui ont bien suivi cette formation, qui ont posé des questions, qui ont bien réagi. Merci. Merci infiniment à vous, docteur, pour tous vos efforts. Merci aux participants pour avoir participé au cours de la formation d'aujourd'hui. Attention tout le monde, nous n'avons pas encore terminé notre formation. Nous verrons, Inch'Allah, la semaine prochaine, le mercredi, à 19 h selon l'heure locale de l'Arabie Saoudite. Vous pouvez également suivre les dernières actualités concernant les séminaires, formations, ateliers, concours et l'inscription au programme d'études de l'université via le compte officiel de l'université sur Facebook, le groupe WhatsApp des activités étudiants ou encore le site web. Merci à vous tous. On se verra Inch'Allah la semaine prochaine ou encore demain avec le panel de discussion à ceux qui se sont inscrits à la formation de préparation à l'examen du DALF. Et également, nous avons un séminaire le samedi et une formation du déploiement des infrastructures cloud et plein d'autres séminaires, formations, ateliers, concours qui vous attendent. Merci à vous tous. Nous vous souhaitons une excellente soirée. Au revoir. Merci. Au revoir.